Charles Pinardé. Je suis interne actuellement au départ au service d'anesthésie à Bicêtre et je vais parler aujourd'hui des anticoagulants oraux directs chez l'enfant. Et pour ce travail, j'ai été encadré par le docteur Mourad. On va commencer avec un cas clinique avec un enfant qu'on va appeler S qui se présente en février au amené par ses parents pour un jeune humour avec un refus d'alimentation depuis quelques jours, avec un enfant qui a 8 mois et 3 semaines, qui est né à 39 semaines d'aménorrhée. Il pèse 9,2 kg. Il n'a pas d'antécédents particuliers, pas d'allergie. Donc ils vont effectuer tout un bilan clinique et biologique qui va amener au diagnostic de méningite à pneumocoque, qui va être traité donc, par clavuran et dexaméthasone. Et l'enfant va être hospitalisé. Au cours de l'hospitalisation, le patient va présenter plusieurs complications, notamment un état de mal épileptique qui va amener à la réalisation d'une IRM cérébrale. Une IRM qui va retrouver une thrombose des sinus sigmoïde et transverse droit. Donc on voit ici pour le transverse et ici pour le sigmoïde. Et donc une indication à une anticoagulation curative pendant 3 mois. Donc cet enfant il va recevoir 5 jours d'héparine, donc d'HNF, et puis qui va être ensuite relayé par du rivaroxaban. Et puis finalement, à J13 de traitement par rivaroxaban, il y a une nécessité de pose de PICC line pour ce patient, avec un risque d'avoir recours à une pose de voie sous-clavière gauche si échec de PICC line, et donc une nécessité d'arrêter les anticoagulants pour le geste. Donc la question qui s'est posée, ça a été la stratégie à adopter pour cette fenêtre de Xarelto. Je ne sais pas si dans la salle, d'emblée comme ça, vous auriez fait plutôt comme chez l'adulte, ou un arrêt plus court ou plus long. Donc levez la main ceux qui auraient fait comme chez l'adulte. Xarelto. On le pose par quelle voie, Denis ? En gros, là c'est un PICC line, mais il y a un risque, c'est que ce soit une sous-clavière s'il y a un échec de PICC line. Donc comme chez l'adulte, ceux qui auraient fait un peu plus, un arrêt plus long, personne, et un arrêt plus court, et une personne. Donc on va du coup en discuter pendant ce topo-là. Chez l'adulte, les anticoagulants oraux directs, c'est une utilisation qui est bien démocratisée, qui a été bien étudiée, et donc il y a pour indication un embolie pulmonaire, la thrombose veineuse profonde, la fibrillation atriale non valvulaire. Il persiste des contre-indications relatives qui sont notamment l'insuffisance rénale sévère et l'insuffisance hépatique, avec surtout l'insuffisance hépatique au stade de coagulopathie. Les avantages des anticoagulants oraux directs, c'est notamment le fait que ce soit une prise péroce avec pas de nécessité de surveillance biologique. Chez l'enfant maintenant, donc il y a plusieurs problématiques. La première, c'est l'absence de galénique adaptée, avec une seule molécule qui est disponible en suspension bulbale, qui est la warfarine, mais qui est disponible seulement sur ATU nominative. Et avec, donc, pour l'héparine et pour les AVK, une nécessité d'un suivi biologique régulier nécessaire. Là-dessus, dans ce contexte, les anticoagulants oraux directs, ça propose du coup une alternative plutôt intéressante avec une suspension bulbable et en plus de ça, l'absence de la nécessité de recours à des prises de sang régulières. Par ailleurs, chez l'enfant, on observe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années une augmentation des thromboses avec une incidence qui a été retrouvée dans notamment une étude faite aux États-Unis qui a retrouvé 46 thromboses pour 10 000 admissions chez l'enfant en 2008 versus maintenant 106 thromboses pour 10 000 admissions en 2019, qui est probablement expliquée notamment par l'amélioration des traitements et de la survie dans les affections médicales chroniques et notamment oncologiques de l'enfant. Et puis avec longtemps la croyance qu'il n'y avait pas de thrombose chez l'enfant, et donc maintenant qu'on sait que ça peut arriver, on les recherche également plus. Et donc, devant cette problématique, il y a eu une étude notamment de grande ampleur avec une Einstein qui a été réalisée donc pour étudier le Xarelto chez l'enfant. C'est une étude multicentrique qui est réalisée dans 107 hôpitaux pédiatriques dans 28 pays différents. Et donc les enfants recevaient 5 jours d'anticoagulation parentérale. C'est comme ça que ça a été réalisé en fait dans les études de pharmacocinétique auparavant. Donc c'est comme ça que ça a été réalisé dans cette étude de grande ampleur. Et donc ensuite une randomisation, soit rivaroxaban, soit traitement standard. Et le traitement standard était au choix du clinicien, donc soit HNF, soit HBPM, au fond d'appareil nux ou AVK. Finalement, ils ont randomisé 500 enfants et adolescents qui avaient une thrombose veineuse confirmée. C'était tout type de thrombose, donc que ce soit une thrombose veno-cathéter ou tumorale, et puis tout type de localisation, que ce soit les membres ou une thrombose cérébrale. Les enfants qui étaient exclus, c'était s'il y avait une dysfonction hépatique
ou rénale avec des critères bien définis, et puis des médicaments activateurs du cytochrome CYP3A4. Donc ils ont randomisé dans les 500 enfants, pardon, ça allait de la naissance, à partir du moment où ils pesaient plus de 2,6 kg jusqu'à 17 ans, et pour la naissance, il fallait qu'ils aient eu plus de 10 jours d'alimentation orale pour être éligibles. Et donc finalement, ils ont inclus au total 335 patients qui auront reçu le Xarelto. Et donc on peut voir qu'il y avait effectivement un peu plus de 12 à 17 ans, avec 184 patients qui recevront le Xarelto, puisque c'est là-dessus que ça a été, chez ces populations-là, que le Xarelto a été validé en premier sur les études pharmacocinétiques. Et puis avec quand même 37 patients qui ont moins de 2 ans, 47 entre 2 et 5, 67 entre 6 et 11. Ils ont utilisé comme critère de jugement principal la récidive de thrombose à la fin du traitement. Donc tous les patients avaient un scanner à 3 mois de traitement, à 3 mois d'anticoagulation, qui est la durée standard chez l'enfant de l'anticoagulation pour une thrombose. Et donc on peut voir que dans le groupe rivaroxaban versus le groupe entre guillemets standard, on n'a pas plus de récidive de thrombose, puisqu'on en a 4 sur les 335 patients randomisés versus 5 dans le groupe standard. Et puis donc ils ont évalué également la mortalité. Il y a un patient dans le groupe rivaroxaban, mais avec une mortalité qui était mise sur le compte de la maladie oncologique et donc non liée au Xarelto. On retrouve également donc, sur le papier un peu plus de saignement, mais en fait 0 saignement majeur dans le groupe rivaroxaban et 2 dans le groupe standard. Et un peu plus de saignements mineurs par contre, avec 10 dans le groupe rivaroxaban et 1 dans le groupe standard, mais donc des saignements qui n'ont pas d'implication thérapeutique. Et finalement, cette étude a grandement participé à l'obtention de l'AMM en 2021 pour le rivaroxaban, dans l'indication donc, de la thrombose veineuse chez l'enfant, avec au décours un remboursement qui est obtenu pour la suspension bivalve et pour le comprimé donc chez l'enfant, avec les mêmes critères que l'inclusion dans l'étude de 500 patients, donc à partir de 2,6 kg et de 10 jours d'alimentation orale. Juste un mot sur le dabigatran, puisque pour l'instant j'ai parlé que du Xarelto. Ils ont globalement conduit la même étude à peu près dans une grande population également, qui a amené à l'AMM en 2021 également dans l'indication de la thrombose veineuse chez l'enfant, avec une suspension buvable qui est par contre non commercialisée en France, et le laboratoire n'a pas demandé en fait, de remboursement non plus pour les comprimés, donc aujourd'hui l'utilisation de dabigatran en France n'est pas tellement d'actualité. Donc la suite de ce topo va se concentrer sur le rivaroxaban. Et donc pour ensuite comprendre un petit peu comment ça se passe chez l'enfant, comment fonctionne le Xarelto chez l'enfant, on va se replonger rapidement dans la physiologie de l'hémostase avec la cascade de coagulation, avec donc comme on la connaît, c'est-à-dire en partie la voie extrinsèque qui est activée via le facteur tissulaire qui va avec son récepteur qui va se mettre sur les cellules et activer qui va se lier au facteur 7 qui va ainsi activer le facteur 10 et puis en plus petite partie activer également le facteur 9 qui va à son tour activer le facteur 10. Il y a également la voie intrinsèque qui est appelée la phase de contact avec une activation initialement par le facteur 12 qui va ensuite activer le facteur 11, puis le facteur 9, puis le facteur 10, tout ça avec le facteur 8 en cofacteur. En pratique in vivo, c'est pas aussi bien dichotomisé évidemment, les deux voies sont en fait pas mal reliées l'une avec l'autre. Et puis finalement, elles emmènent à la voie commune, donc à partir du facteur 10 activé. Le facteur 10 activé va former le complexe de prothrombinase avec le facteur 5 et les phospholipides membranaires qui va permettre de cliver la prothrombine en thrombine, donc le facteur 2 en facteur 2 activé. Et donc à son tour, le facteur 2 activé va générer via le fibrinogène des monomères et des polymères de fibrine. Avec une action très puissante puisqu'on retrouve une molécule de facteur 10 activée permet d'activer 1000 molécules de thrombine avec le complexe prothrombinase qui va accélérer grandement cette activation à peu près 300 000 fois. Sachant que la thrombine ensuite potentialise la cascade de coagulation et donc va participer à la génération continue de thrombine. Les spécificités un peu pédiatriques de l'hémostase, c'est que chez l'enfant, il y a une persistance d'immaturité qui touche
essentiellement les facteurs de vitamine K dépendants, donc ils sont 2, 7, 9 et 10, et les facteurs de la phase de contact, qui sont le 11 et le 12, qui sont donc diminués chez l'enfant, avec un nouveau-né qui est né à terme, qui a à peu près 50% des taux de l'adulte, et puis à partir de 6 mois, ça commence à augmenter, et ça va rester durant toute l'enfance aux alentours de 80% des valeurs de l'adulte. Donc ça, c'est plutôt un reflet un peu de l'immaturité hépatique et d'un taux diminué de la vitamine K1. Pour autant, même si le taux est diminué, les facteurs restent actifs physiologiquement. Et donc il n'y a aucune prédisposition derrière chez l'enfant à un risque thrombotique ou hémorragique. Maintenant qu'on a vu ça, on va revoir le mécanisme d'action du rivaroxaban. Il affecte la voie commune en se liant de façon sélective au facteur 10A. Facteur 10 activé, donc il se lie au facteur 10 à celui qui est libre, donc non associé au complexe protéinase et associé au complexe protéinase, donc 5A et 5 et 10, pardon. C'est une liaison qui est réversible et qui n'a pas de nécessité d'un cofacteur, et donc ça engendre un effet anticoagulant qui est donc le rivaroxaban, il a une biodisponibilité de plus de 80%, qui est améliorée si on le prend pendant les repas. Ensuite, il se lie énormément aux protéines, puisqu'il y a plus de 90% de sa forme qui est liée aux protéines et essentiellement à l'albumine. Il va interagir avec les médicaments inducteurs et inhibiteurs du CYP3 et 4, et puis il a une élimination essentiellement hépatique et puis également rénale. Donc une fois que ça, c'est ce qui est bien connu chez l'adulte, et puis chez l'enfant, avant d'avoir cette étude de phase 3 qu'on a vue précédemment, il y a eu une étude de phase 2 qui a étudié donc, la pharmacocinétique chez l'enfant. Et pour ça, ils ont comparé avec des dosages différents les concentrations plasmatiques chez l'enfant versus les concentrations plasmatiques chez l'adulte dans les études qui avaient été réalisées précédemment chez les adultes avec une dose de 20 mg par jour. Donc sur le schéma à gauche, oui, pardon, de ce côté-là, vous avez donc en ordonnée l'activité anti-DISA, on a la concentration de rivaroxaban, et donc les petits ronds bleu foncé, c'est ceux qui étaient en 1 prise par jour, les petits triangles verts, c'est ceux qui avaient 2 prises par jour, et puis les petits carrés bleus, c'est ceux qui étaient en 3 prises par jour. Ce qu'on remarque, c'est donc ceux qui avaient notamment en 3 prises par jour, c'était donc des doses qui étaient plus faibles, puisque c'est des poids plus faibles. Donc on remarque qu'il y avait une nécessité d'augmenter les doses de façon quotidienne, d'augmenter les doses quotidiennes de façon inverse au poids. Donc plus le poids était petit, plus on avait besoin d'augmenter les doses pour avoir les mêmes concentrations que chez l'adulte. C'est un phénomène qui était déjà observé avec les héparines et les ABK dans ces études-là, qui m'a expliqué, on ne sait pas bien si c'est lié à la variation d'absorption ou de métabolisme ou d'excrétion du médicament. Donc cette étude, elle a permis d'ajuster un petit peu les posologies chez l'enfant. Puis ensuite, dans l'étude de phase 3 que je vous ai présentée précédemment, ils ont continué à faire une étude pharmacocinétique et pharmacodynamique en dosant également l'activité la concentration plasmatique et l'activité de l'anti-DISA à différents moments des prises. Et donc avec ça, ils ont établi des moyennes de 2000 vies. Et donc on remarque beaucoup plus courte chez l'enfant, puisque chez une personne adulte, donc soit âgée, c'est plutôt 11-13 heures. Chez un adulte jeune, c'est plutôt entre 5 et 9 heures. Et puis chez l'enfant, on voit que entre 12 et 17 ans, c'est 4,2 heures à peu près. Entre 2 et 11 ans, 3 heures. Jusqu'à moins de 6 mois, 1,6 heures. Donc c'est vraiment beaucoup plus court. Et donc cette demi-vie plus courte chez les enfants, elle explique un peu cette nécessité de plusieurs prises par jour, avec en plus une problématique d'éviter une concentration maximale trop élevée et une concentration résiduelle trop basse. Donc maintenant que vous avez ces informations-là, ce que vous feriez comme schéma de prise pour cet enfant qui avait donc 9 mois, pesait 9 kg, qui ferait une prise par jour, qui ferait une prise tous les 2 jours, qui ferait 2 prises par jour, et 3 prises par jour. Donc maintenant, la posologie en fait, qui a été établie, c'est donc globalement une posologie adaptée au poids. En tout cas, de 2,6 à 12 kg, c'est donc 3 prises par jour. De 12 à 30 kg, c'est 2 prises par jour. Et puis plus de 30 kg, c'est une fois par jour, avec une posologie à 15 mg entre 30 et 50. Et puis à partir de 50 kg, la même posologie que chez l'adulte, donc 20 mg par jour. Et maintenant, quelle stratégie vous proposiez pour interrompre le traitement du cas clinique?
qui ferait donc un arrêt plus court que chez l'adulte. Okay. Donc en périopératoire maintenant sur une chirurgie programmée. Donc il n'y a pas d'étude évidemment qui a été réalisée chez l'enfant sur la gestion du xarecto en périopératoire. Il y a une étude qui entre guillemets se mouille un peu avec avec un argument pharmacocinétique. Ils n'expliquent pas tellement comment ils arrivent à ces horaires-là. Ils préconisent 24 heures d'arrêt si risque hémorragique faible ou 48 heures si risque hémorragique élevé. En pratique, le temps d'élimination d'un médicament, c'est 5 fois la demi-J. Et donc, on arrive à peu près chez les 12 à 17 ans, ça fait à peu près 20 heures. Chez les moins de 6 mois, ça fait à peu près 8 heures. Et donc, c'est probablement ça. En tout cas, c'est ce qui est réalisé, ce qui est préconisé par les hémostasiens à Bicêtre. Cette durée-là qu'il faut retenir pour arrêter le xarecto de manière à ne plus avoir de risque hémorragique. En pratique, devant l'absence d'études chez les enfants, très souvent, et probablement ce qu'il faut faire, c'est donc un dosage résiduel à réaliser avant de passer au bloc opératoire. Sur la chirurgie à réaliser en urgence, là non plus pas de données, pas d'études réalisées. Et donc pour l'instant, on s'en tient un petit peu aux recommandations chez l'adulte, c'est-à-dire un dosage de la concentration plasmatique du rivaroxaban. Si inférieur à 30, on peut dire que globalement on peut opérer. Si on est supérieur à 400, on est en surdosage. Et puis entre les deux, on est ça dépend un peu du cas de figure, si on peut attendre un petit peu et renouveler le dosage ou s'il faut opérer. Et auquel cas, si on a besoin d'opérer, on antagonise seulement si on a un séminaire dans en sachant que donc chez l'enfant, devant la vie plus courte, on peut probablement renouveler les dosages de façon plus rapprochée que chez l'adulte où il préconise entre 12 et 24. Maintenant, en cas de saignement sous xarecto, donc là encore évidemment on n'a pas tellement plus de recul puisqu'on n'a pas d'études qui étudient ça chez l'enfant. Donc probablement qu'on va, pour l'instant on s'en tient également à ce qui est réalisé chez l'adulte, donc pas soit du FEBA, soit des concentrations plaquettaires à 50 unités kg. En sachant donc que le facteur 10 arythmogénant inactif, Contexanet alpha, il est toujours non disponible en France et il est également non étudié chez l'enfant, donc on ne peut pas tellement, c'est pas encore une étude. Voilà, pour conclure maintenant, donc le rivaroxaban, ça a donc son AMM depuis 2021 chez l'enfant. Ça a une galénique qui est particulièrement intéressante et on va probablement être amené à le rencontrer quand même de plus en plus fréquemment dans la pratique clinique. Et donc son application en anesthésie, devant l'absence d'études bien conduites, on a besoin de bien connaître la pharmacocinétique de ce traitement et donc de savoir que les demi-vies sont réduites chez l'enfant. Donc aujourd'hui, en l'absence de recommandation, probablement qu'il faut attendre les 5 demi-vies et faire ensuite un dosage plasmatique avant de passer au bloc opératoire. Je vous remercie.